Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ce SOS Blues. Je crois que c'est notre troisième session, deuxième session, je crois, qui porte aujourd'hui sur l'UE 2.2. Désolée du retard de la sortie de la révision, parce que cet enregistrement, c'est pour ceux qui n'ont pas pu participer en live lors du dernier SOS Blues. Le retard est dû au fait que du dernier live, en fait, j'ai pas pu enregistrer la vidéo du fait que je pensais que sur Google Meet, on pouvait les enregistrer, mais en fait, non. Donc, du coup, là, je suis en train de réenregistrer une nouvelle fois. Donc, il y aura pas enfin, il y aura pas, là, vous n'allez pas voir les derniers participants qui étaient là. Ça sera juste un chat entre vous et moi, d'accord? Avec un enregistrement d'écran, pardon. Plusieurs choses. Déjà, installe-toi bien, prépare-toi un petit café ou un thé, prépare tes fiches. Nous allons aborder lors de cette UE 2.2 le cours sur le sang en général, sur le système respiratoire, sur le système endocrinien et sur le système cardiovasculaire également. D'accord? Donc installe-toi bien, prends-toi un petit plaid si tu as froid et voilà. Ouvre-toi également un deuxième écran parce que il y aura des questions qui vont s'afficher dans ta vidéo. Donc, tu as deux possibilités. Tu peux directement te rendre sur le site aaslide.com, d'accord? Et je vais essayer de te l'afficher peut-être en grand pour que tu le vois mieux. Voilà. Tu peux te rendre sur le site aaslide.com et tu tapes le code qui s'affichait juste là. 6G FC F5C. Ainsi, tu pourras avoir accès directement aux questions. Tu auras la possibilité de copier les diapositives et comme ça, tu pourras les conserver dans ton slide et pousser, il faut que tu crées un compte personnel. D'accord? Donc, voilà, je te laisse te connecter ou tu peux mettre pause et nous rejoindre après. D'accord? Faites pas gaffe aux sous-titres parce que je pense que l'appareil fait de son mieux pour essayer de m'entendre sans compter le fait que je suis dyslexique, donc parfois je n'arrive pas à prononcer très très bien certaines lettres. Et parfois je parle aussi un peu avec ma langue, donc ça n'arrange pas les choses. Donc vraiment, ne m'en tenez pas rigueur. Donc voilà. J'espère que là, ça pourra fonctionner, que les sous-titres vont s'afficher. Et on est parti. Première question. Voilà, comme je disais, tu peux répondre soit à travers un cahier que tu vas sortir de côté. Voilà, soit tu réponds lors d'un chat directement en live sur une question que tu as pu ouvrir. Donc, la première question, elle est, je suis liquide composé à 90% d'eau et je transporte des nutriments, des hormones et des déchets. Qui suis-je? Je te laisse répondre, je te laisse mettre une pause. Voilà, tu réfléchis tranquillement et tu me donnes ta réponse. Ok? Je t'attends. Et voilà la réponse. La bonne réponse était le plasma. Effectivement, le plasma, c'est 90% d'eau, mais pas que. Il transporte les nutriments, les hormones, les déchets. C'est un peu comme un taxi. Il représente à peu près 55% du volume sanguin total. Il est principalement composé d'eau, mais contient aussi des protéines, albumine, globine, fibrinogènes, des électrolytes, aussi des nutriments comme le glucose, les lipides, les acides aminés, des hormones et des déchets métaboliques comme l'urée et l'acide urique également. Il agit en fait comme un transporteur universel et il permet aux éléments essentiels de circuler dans le corps tout en aidant à éliminer les déchets. Il y a des organes excréteurs comme les reins et le foie. Ok. N'hésite pas à me dire, me faire un retour soit sur Instagram ou Facebook ou en réagissant avec des emojis directement sur à la slide, ce que tu as pensé de cette réponse. On passe à la question suivante. Il y a une petite erreur de montage, je vais corriger ça après, vous inquiétez pas. Hop, on va commencer du coup. Démarrer et on est parti.
Je suis une protéine clé qui forme des fils pour stabiliser un caillou. Qui suis-je? Je te laisse me dire, est-ce que c'est la réponse A, l'albumine, la réponse B, fibrinogène, la réponse C, les globulines, ou la réponse D, la thrombine? Je laisse écrire ta petite réponse sur un cahier ou directement sur un slide. Voilà. Je laisse que le chrono s'arrête. Et la bonne réponse était le fibrinogène. Effectivement, le fibrinogène, c'est comme une araignée, en fait. Il tisse un filet de fibrine pour stabiliser le caillot pendant que les autres regardent et se disent super, super boulot, bro. Faites pas attention à mon humour. C'est un peu, mon cas, j'essaie un peu de simplifier les explications pour que vous compreniez mieux. Pourquoi c'est pas l'albumine? L'albumine, c'est faux parce que l'albumine, c'est plutôt l'équilibriste, en fait, du sang. Il gère la pression osmotique et transporte quelques molécules. Il stabilise pas le caillot. D'accord? C'est pas son délire. C'est pas la thrombine non plus parce qu'en fait, elle agit en amont et c'est en fait, c'est un chef d'orchestre qui déclenche le ballet de la fibrinogénèse, en fait, de la fibrine. Il transforme en fait le fibrinogène en fibrine et voilà, c'est pas elle en fait qui se charge de ça. Ok, on passe à la question suivante. Hop là. Je suis rouge, je transporte l'oxygène et je vis environ 120 jours. Qui suis-je? Je te laisse répondre. Et hop, hop là, purée. La bonne réponse était le globule rouge, bien évidemment. Érythrocyte aussi. Je suis blanc et je suis le gros mangeur de l'immunité. Qui suis-je? Je te laisse répondre. Je vais mettre pause à cette vidéo. Ok? Je suis le macrophage. En fait, c'est le Pac-Man du système immunitaire. C'est une bactérie. C'est une bactérie qui est dans le sang. En fait, elle va l'avaler et c'est réglé. Vous voyez le macrophage, en fait, comme une cellule, en fait, qui est là, en fait, son moyen de défense, c'est en mangeant. Moi, je pense que c'est comme ça que je retenais macrophage, manger. Phage, c'est manger. Du coup, elle va ingérer les bactéries et elle va les digérer. C'est comme si son processus, en fait, de défense. Elle va circuler dans le sang, elle va croiser une bactérie, elle va l'envelopper, d'accord? Elle va l'ingérer. C'est comme ça qu'elle se défend. C'est comme ça qu'elle défend notre corps contre les agents extérieurs. Ok, ça s'appelle la phagocytose. On est parti pour la suite. Faut classer les groupes sanguins du plus compatible au moins compatible pour un patient qui est du groupe A+. Je laisse mettre une petite pause, de bien classer, de bien donner les groupes. D'accord? Et la bonne réponse. L'ordre attendu, c'était A+, au moins, AB+, et B+. Lors du live, certaines 12 m'ont fait savoir que ils n'avaient pas encore abordé tout ce qui est groupe sanguin et autres, et que c'était un peu compliqué pour eux. En fait, les groupes sanguins, c'est très très simple. Je crois que c'est en quatrième ou troisième année qu'on aborde tout ce qui est transfusion et autres. Mais dites-vous que le principe de transfusion et de donneur et de receveur et de compatibilité, en général, c'est très simple. On ne donne jamais à un patient ce qu'il n'a pas. D'accord? Si moi, je suis du groupe, si moi, je suis du groupe A, forcément, il faut qu'on me donne du A. Si je suis du groupe B, forcément, il faudrait qu'on me donne du B. Parce que mon corps, il ne reconnaît que des éléments qui sont en lien avec ce groupe-là. OK? Je vais voir si je peux faire un petit schéma, un petit tableau blanc. Hop, un petit tableau blanc. Voilà. Dites-vous. Non, c'est pas ça. OK, désolé. Je découvre aussi comme vous, hein. Donc, imaginons que ici, c'est moi. Désolé pour mon dessin. Voilà. Et que ici, c'est toi. OK. Désolé, mon dessin n'est pas très ouf. OK. Donc,
Dans ton corps, t'as des éléments qu'on appelle du soi. OK? Ils sont là. On les représente en vert. Ça, c'est mon soi. Et ça, en violet, c'est le tien. OK? Sur chacun de nos cellules, là, ça représente par exemple les globules rouges, il y a des éléments qui permettent au corps de savoir que ça, c'est à moi et ça, c'est à toi. D'accord? Je vais essayer de vulgariser le plus possible pour que vous puissiez comprendre. OK? On a des antigènes là présents à la surface de chaque globule rouge. Hop là. C'est un peu comme comme un numéro en fait sur notre carte bancaire ou comme voilà. Ici, ça doit être, désolé, hein, ici, ça doit être vert. Voilà, hop là. Voilà, 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 voilà. C'est un peu comme des numéros sur une carte bancaire qui permettent de savoir que tel numéro correspond à telle personne, ou comme par exemple le numéro de votre permis de conduire, par exemple. C'est propre à vous parce qu'avec ce numéro-là, on permet de vous identifier. Là, c'est exactement pareil. Si toi, tu es, je vais écrire en noir, c'est plus simple. Si toi, tu es du groupe A, tu es d'accord avec moi que tout ce qui sera là, sur ton globule rouge, ça sera des éléments du A. D'accord? Et si moi, je suis du groupe B, OK? Si tu viens, par exemple, lors d'une transfusion, si tu entres dans mon corps, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mon corps va se dire, mais en fait, je ne reconnais pas les éléments qui sont présents là. Parce qu'au-dessus de ton globule rouge, il y a des éléments que je ne reconnais pas. D'accord? Tu as des trucs violets, moi j'ai des trucs verts. Donc, je ne te reconnais pas, donc du coup, on n'est pas compatible. OK? C'est comme ça que ça fonctionne la compatibilité. On n'apporte jamais à un patient ce qu'il n'a pas. OK? Elle me dire, du coup, pour AB, pourquoi on a des AB? Pourquoi, par exemple, un patient qui est du groupe A peut recevoir du AB? Bah, effectivement, parce que si je suis du groupe A et qu'on me donne du AB, dans AB, il y a A. D'accord? Donc, du coup, si je suis A dans AB, il y a A, donc forcément, il y a le A que je vais prendre. OK? Si je suis du groupe B et qu'on me donne du AB, je peux prendre le AB parce que dans AB, il y a B. D'accord? J'essaie de vulgariser le plus possible, mais c'est toujours comme ça la transfusion. D'accord? Donc là, désolé, hein, je découvre Zoom, j'essaie de voir comment ça marche. Donc, hop, j'ai essayer de clore le tableau. Je ne sais pas comment on fait. Hop, là, hop, comment on fait? Hop, stop, voilà, stop. Hop, voilà, voilà. Close. OK, OK. Donc, c'est exactement pareil. D'accord? On revient à là, partager. OK? Donc, l'ordre qui était attendu ici, il était très, très simple. Il était pour un patient qui est du groupe A+, le premier au top, c'est effectivement le A+, parce que c'est qui là, OK? C'est le sang le plus utile pour le A+. Ensuite, il y a le O-, parce que c'est le donneur qui est universel, d'accord? Le O, pourquoi on dit que le O, c'est un donneur qui est universel? Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous expliquais que, par exemple, moi, j'étais vert et toi, et que toi, tu étais violet. Sur chacune de nos cellules de globules rouges, on avait des petits éléments que j'ai appelés comme des numéros sur notre permis de conduire. On avait des petits éléments sur notre globule rouge qui permettaient de savoir. Ça, c'est des éléments qui sont propres à moi. Ça, c'est des éléments qui sont propres à toi, d'accord? Mais dites-vous que sur un globule rouge qui est du groupe O, par exemple, sur sa cellule, il n'y a rien, c'est lisse. Il n'a pas de numéro. C'est un peu comme un globule vierge, d'accord? Ça veut dire que lui, il peut se glisser partout. Il peut revenir, il peut partir sans problème. OK? C'est le principe c'est le principe de ce globule rouge-là. De ce globule rouge qui est du groupe O. OK? J'ai un petit problème technique là. Hop là, sur partager. Hein, hein, voilà. Je règle juste ça. Et puis voilà. Je crois que, OK, mon écran.
Voilà, OK? Donc voilà, donc sur le groupe O, il n'y a rien au-dessus de la cellule. Et du coup, c'est ça qui permet de savoir que ça, c'est les éléments du sol. Ça, enfin, il n'y a rien sur la cellule. Du coup, ça fait que ce globule, ce O, il peut se glisser partout parce qu'il n'y a aucun élément qui permet de le différencier. Il peut aller dans du A, il peut aller dans du B, il n'y a rien. Il passe en fait les douanes sans problème. OK? Comme j'ai marqué là, c'est un passe-partout comme un couteau suisse. C'est l'ami qu'on veut toujours avoir dans une transfusion. OK? AB+, comme je vous disais, c'est pas mal, mais un peu trop mais il y a trop de diversité au niveau des antigènes qu'on recevait A+. Pourquoi? Parce que dans AB, il y a le B. Moi, la question, c'était pour un patient qui est du groupe A. Donc, du coup, le fait que qu'on lui donne du AB, il peut le recevoir, mais il risque d'avoir des soucis parce qu'il y a ce B dans le AB. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ok. Et si on lui donne du B, bah, bien évidemment, bah, c'est un mauvais mélange parce que bah, il est du groupe A. Ok. J'espère que j'ai été claire. Je sais que parfois, c'est pas clair ce que je raconte, mais j'essaie de vous simplifier un peu les choses comme ça. Donc, tout le temps, c'est pareil. Donc, si par exemple, je vous mets le cas d'un patient qui est du groupe B, est-ce qu'un patient qui est du groupe B, j'essaie de voir si tu as compris ce que j'ai dit. Si un patient, il est du groupe B, est-ce qu'il peut recevoir du sang AB, par exemple? Je vais réfléchir. Si un patient, il est du groupe B, est-ce qu'il peut recevoir du sang AB? Bien évidemment que oui, pour recevoir du groupe, il peut recevoir du sang AB, mais le fait qu'il y ait du A dans le AB et que lui, il est B, bah, il risque d'avoir des petits soucis. Ça passe, mais voilà. D'accord, il faut bien faire des vérifications, que les effets s'y concordent très très bien, les compatibilités également. Donc voilà, on passe à la question suivante. Ça, la fibrinolyse stabilise le caillot. Est-ce vrai ou faux? Je te laisse réfléchir. Et hop, là, tu fais la bonne réponse. Hop, voilà. Hop, désolé. Voilà. En fait, c'est faux. Pourquoi? Parce que la fibrinolyse, donc fibrinolyse, on a lyse, qui veut dire destruction. La fibrinolyse, c'est le processus qui stabilise, enfin, qui détruit le caillot. D'accord? C'est la dernière étape dans l'hémostase. OK? La fibrinolyse détruit les caillots une fois que leur travail a été terminé. Voilà. C'est comme démonter une tente après un festival. C'est la fin. D'accord? Elle nettoie le terrain une fois que l'événement s'est terminé. D'accord? Le vrai processus qui permet de stabiliser le caillot, c'est la formation du réseau de fibrine, en fait. C'est grâce aux fibrinogènes. OK? Donc, lyse, ça veut dire destruction. Si je vous dis, par exemple, hémolyse, ça veut dire destruction du sang. OK? Lyse, c'est destruction. D'accord? C'est qu'avec les vocabulaires médicaux, parfois, on a un peu du mal. N'hésitez pas à vous familiariser avec des brochures qui comprennent des préfixes et suffixes médicaux. J'envoie sur mon site internet, et vous pouvez aussi en trouver un peu ailleurs. Vous pouvez faire la méthode qui est classique, prendre un carnet et le noter. Voilà. OK? On passe à la question suivante. OK. Les plaquettes réparent les brèches en formant un clou temporaire. Est-ce vrai ou faux? D'accord. Je te laisse mettre une pause à cette vidéo, le temps de réfléchir et de me rejoindre après. OK? Pourquoi c'est pas vrai? OK? La fulminoliste, c'est le démolisseur, pas le constructeur. Si elle stabilise les cailloux, ce serait comme un bulldozer, essayant de construire un château de sable. Bon, là, je vois que j'ai fait une erreur de réponse. Désolée, je suis un peu nulle en technologie. Et j'aime oublier la question que j'ai posée. Hop là, plus, hop. Maintenant, c'était, voilà. Est-ce que les plaquettes réparent les brèches en formant un clou temporaire? Bien évidemment que oui. Comme vous le savez. Hop là, désolée. Voilà. Hop, j'arrête la question. Bien évidemment que oui. C'est ce qu'on appelle le clou plaquettaire, en fait. Quand on se blesse, il y a cette espèce de
de plaques qui vient se former autour de la plaie pour pouvoir boucher la plaie. D'accord? C'est ce qu'on appelle le clou plaquettaire. OK? On passe à la question d'après. Je suis un lymphocyte qui fabrique des anticorps. Qui suis-je? Est-ce que je suis un lymphocyte T? Est-ce que je suis un lymphocyte B? Est-ce que je suis un neutrophile? Est-ce que je suis un macrophage? Je te laisse répondre. Hop là. La bonne réponse, c'est le lymphocyte B. J'explique tout ça. Le lymphocyte B, c'est lui le fabricant du corps, des anticorps, ok? B, anticorps. Le T, lui, il organise la défense où il tue les cellules qui sont infectées, mais lui, il ne fabrique rien du tout, d'accord? Les nécrophiles, ce sont ceux qui mangent les bactéries comme un aspirateur, voilà. Et le macrophage, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui nettoie et mange, mais il ne produit pas d'anticorps. Les B, ce sont les seuls qui produisent des anticorps. Ok? On passe à la question suivante. Où les lymphocytes T mûrissent? D'accord? Je laisse répondre. Est-ce que c'est dans la moelle osseuse? Est-ce que dans le thymus? Est-ce que c'est dans les ganglions lymphatiques? Ou est-ce que c'est au niveau de la rate? Tu laisses réfléchir tranquillement. Et la bonne réponse, c'est la réponse B, dans le thymus. En fait, le thymus, c'est l'organe où les lymphocytes T, ils mûrissent, ok? Et en fait, les lymphocytes, ils quittent la moelle osseuse, là où ils sont produits. C'est que certains, lors du live, ils avaient mis la moelle osseuse, mais c'est une question un peu piège. Parce qu'en fait, dans la moelle osseuse, c'est là où ils naissent, d'accord? Mais ils vont dans le thymus où ils apprennent en fait à différencier le soi, les cellules normales du corps et le non-soi. En fait, c'est là-bas qu'ils apprennent la vie, en fait, en quelque sorte. Ils quittent la moelle osseuse en étant bébé et dans le thymus, c'est là qu'ils apprennent en fait de la vie, en quelque sorte, si je vulgarise un peu comme ça. Ce processus, c'est ce qu'on appelle la sélection thymique, en fait, d'accord? Voilà. Voilà, moi, le seul, c'est donc, comme je vous disais, c'est là où les lymphocytes B et T naissent, mais seuls les lymphocytes B mûrissent ici, ok? Les lymphocytes T, ils doivent migrer dans le thymus pour se développer, comme je vous disais. Pourquoi c'est pas la réponse, c'est pas les ganglions lymphatiques? Parce que les ganglions lymphatiques, ils servent de base opérationnelle où les lymphocytes T sont activés, se regroupent pour attaquer des intrus. Mais ce n'est pas là où ils se forment. Ok? La rate, c'est une station de contrôle. Pareil aussi, pour filtrer le sang, stocker certains lymphocytes, mais elle n'est pas impliquée dans la maturation. Ok? Dites-vous T, thymus, là où les lymphocytes T mûrissent. D'accord? Passe à la question d'après. Associer les cellules sanguines avec leurs normes. Je te laisse réfléchir. Allez, je te laisse prendre ton temps. C'est que c'est pas évident. Hop là. Je te laisse prendre le temps. Réfléchir. Ok. Les globules rouges, ça, après, je sais qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est du par cœur, en fait. Les globules rouges, c'est 4,5 à 5 millions. Les globules blancs, c'est 4 000 à 10 000. Les plaquettes, c'est 150 à 400. Ok, je crois que je vous ai mis une petite astuce pour pouvoir les retenir, mais bon, c'est pas ouf. Moi, les globules rouges, je me dis, il y a quatre saisons et ça doit. Du coup, ça fait 4,5 à 5,4. Ok, c'est que c'est pas ouf comme astuce, mais voilà. Les globules blancs, c'est une armée de 4 000 à 10 000 soldats. Ok. Plaquettes, c'est 150 000 à 400 000 petites briques. D'accord. Je sais pas si ça va vous aider ou je vais encore vous perdre un peu plus, mais si je vous dis globules blancs, pensez à une armée de 4 000 à 10 000 soldats. OK? Si je vous dis globule rouge, vous allez me dire les 4 et 5 saisons. Du coup, vous allez savoir que 4,2 ou 5,4 millions. OK? Et plaquettes, les petites briques.
On pense au petit briques. OK? On passe à la question d'après. Je suis le processus par lequel toutes les cellules sanguines sont produites. Qui suis-je? Je te laisse réfléchir. La bonne réponse était hématopoïèse. C'est le processus par lequel les globules rouges, les bubons et les plaquettes sont produits dans la moelle osseuse. Il s'agit d'un mécanisme vital pour renouveler constamment les cellules sanguines, car elles ont une durée de vie qui est limitée. Pourquoi c'est pas la coagulation? La coagulation concerne la formation de caillots sanguins, pas la production des cellules. Pourquoi c'est pas la phagocytose? Parce que c'est le mécanisme par lequel certaines cellules immunitaires, comme les macrophages, comme je vous disais tout à l'heure, mangent les débris et les pathogènes. Ok. Pourquoi c'est pas érythropoïèse? Parce que c'est une sous-catégorie de l'hématopoïèse, c'est vrai, mais elle est spécifique aux globules rouges uniquement. Érythro, comme, comme la réponse à la première question, c'est globule rouge. OK? Il faut bien vous familiariser avec les préfixes et suffixes. Et du coup, parfois, ça dit tout, en fait. On enchaîne du coup. Question 8 du coup. La moelle osseuse produit deux types de cellules précurseurs. Lesquelles? Je te laisse répondre. Est-ce que c'est A, les cellules souches myéloïdes et lymphoïdes? Est-ce que c'est les globules rouges et les plaquettes? Est-ce que c'est les macrophages et les neurophiles? Ou est-ce que c'est les cellules... qu'est-ce que j'ai écrit là? Est-ce que c'est D, désolé, hein, et les cellules tromales et adipocytes? Désolé, je vois même pas ce que j'ai écrit en plus. Donc, c'est bien les cellules souches myéloïdes et lymphoïdes, la bonne réponse. Les cellules souches myéloïdes, ce sont les usines à produire la majorité des cellules sanguines. C'est là qu'elle donne naissance aux globules rouges, plaquettes, et globules blancs. OK? Myéloïdes, voilà, c'est les cellules sanguines, globules rouges, plaquettes et globules blancs. OK? Lymphoïdes, pensez vraiment aux lymphocytes. OK? C'est eux qui produisent, c'est elles, enfin, c'est celui-là qui produisent tous les lymphocytes. Lymphocyte B, lymphocyte T, lymphocyte NK. J'ai mis quelques petites précisions quand même. Lymphocyte B, comme on a dit tout à l'heure, fabrique les anticorps. Lymphocyte T coordonne et attaque. Et les NK, c'est les snipers, en fait, c'est celles qui tuent les cellules qui sont infectées au cancéreuses. OK? Donc, si je vous dis cellules souches myéloïdes produit quoi? Globules rouges, plaquettes et globules blancs. OK? Cellules souches lymphoïdes, c'est tous les lymphocytes. OK? On enchaîne. L'érythroprotéine EPO est produite principalement par la moelle osseuse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Effectivement, c'est faux. Elle est produite dans le rein. Le PO n'est pas produit par la moelle osseuse, mais par les reins. En fait, ça sert à quoi le PO? Le PO, c'est une hormone qui stimule la production de globules rouges. OK? Érythropoïèse. D'accord? Comme on dit tout à l'heure, c'est spécifique, c'est pas pareil que l'hématopoïèse, c'est vraiment l'érythropoïèse, c'est vraiment spécifique aux globules rouges. C'est dans la moelle osseuse en cas de diminution du taux d'oxygène dans le sang, en cas d'hypoxie, tout simplement. Moi, je travaille en néphrologie et souvent, ces patients qui dialysent, vu que leurs reins ne fonctionnent pas très bien, bah, on leur fait les injections de PO assez fréquentes. Je crois que c'est une fois par semaine, si je ne me trompe pas. Ok. Pourquoi c'est pas fabriqué dans la moelle osseuse? La moelle osseuse est le lieu de production des globules rouges, mais ça ne fabrique pas le PO. C'est les reins qui détectent un besoin accru de globules rouges et envoient un signal au produit de l'EPO. OK? On enchaîne.
Légendez ce schéma. Oui, je sais, le schéma, il est assez complexe, je ne comprenais pas très bien, on me l'a dit lors du SOS 12. En fait, c'est le schéma d'un globule rouge avec de l'oxygène, avec de l'oxygène du dioxygène, pardon, sur sa surface. Et du coup, là, c'est un zoom de ce transport-là, en fait. Vous devez le légender. Ok, je vais vous montrer. Vous mettez une pause si vous le souhaitez. En fait, là, on avait de l'oxygène. Là, on a une molécule d'hémoglobine. On fait un zoom sur ça. On obtient des chaînes alpha et bêta et alpha. OK. Ce qu'il y a dessus dans chaque chaîne, dans chaque globine, on va dire, parce que les chaînes, c'est un peu comme des globines, on a un M sur lequel il y a du fer. OK. Et sur ce fer-là, il y a du dioxygène. D'accord. C'est un schéma qui illustre le transport en fait, de l'oxygène. OK. On enchaîne. Maintenant, on a terminé le cuivre sur le sang. On va passer au système respiratoire. Je suis un carrefour entre la nourriture et l'air. Qui suis-je? Est-ce que je suis le nez, le pharynx, le larynx ou les bronches? D, c'est bien, la réponse D, c'était les bronches, hein. OK? Donc, là, je vais vérifier en même temps que je vais lire OK. Ah, bah, la réponse, c'était bien le pharynx. Voilà, pense au pharynx comme un carrefour géant dans lequel l'air et la nourriture passent par là, mais prend chacun sa voie après. OK. Air, larynx, d'accord? Et nourriture, c'est œsophage. Le pharynx se situe là, d'accord? On a le pharynx qui est là, d'accord? On a le larynx qui est là et on a l'œsophage qui est là. Pour moi, le pharynx, c'est vraiment un carrefour, en fait. Je sais pas si vous visualisez très bien. On peut mettre une pause, histoire de bien vous assimiler tout ça. Mais au début, on a toujours le pharynx. Le pharynx, c'est vraiment l'autoroute qui sépare. OK. La sortie, c'est le larynx. Et si on continue tout droit, on va vers l'œsophage. OK? On enchaîne. Mets dans l'ordre le trajet de l'air dans le système respiratoire. Je te laisse réfléchir. Je te laisse réfléchir. OK. On va revoir l'ordre. Du coup, l'ordre du trajet respiratoire. Je sais que parfois, on a tendance à se mélanger entre les voies respiratoires et les voies de la nourriture. OK? On sait plus si c'est pharynx, larynx qui vient en premier. Moi, j'ai une astuce très, très simple pour pouvoir retenir l'ordre des voies aériennes. D'accord? Vraiment, du premier jusqu'au niveau des alvéoles. Et vous pouvez retenir en vous disant notre lapin très brave, alerte. N pour nez. Lapin ou larynx. T ou trachée. B pour branche, enfin brave pour branche, alvéole pour alerte, ok? Ou vous pouvez vous dire simplement NLBTA, d'accord? Donc effectivement, on a le nez, on a la trachée, enfin, on a le nez, on a le larynx, on a la trachée, on a les branches, on a les alvéoles, ok? Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, d'accord? Quand on parle de voie aérienne, vraiment cet ordre-là, NLBTA. Comme ça, vous êtes sûr, même si vous êtes devant votre schéma, vous savez très bien que si jamais je vais vers là, vous voyez, là, on a le pharynx. En 4 on a le larynx. L, on a la trachée. On ne voit pas très, très bien la trachée. On a la trachée. Et après, on a les branches et les alvéoles plus bas. OK?
On enchaîne. L'épiglotte protège les voies aériennes grâce au larynx. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Ok, hop là, on va terminer. C'était vrai. Ok, on enchaîne. Pendant l'inspiration, A, le diaphragme monte et les poumons rétrécissent. B, le diaphragme descend et les poumons se gonflent. C, les muscles intercostaux se relâchent. Ou D, le CO2 entre dans les poumons. Laisse marquer la bonne réponse. Allez, hop. La réponse, c'est la réponse B. En fait, pense au diaphragme comme un ascenseur. Ok. Quand j'inspire, il descend, les poumons se gonflent, donc du coup, ils prennent plus d'air. D'accord? Le diaphragme, du coup, il est obligé de redescendre. Et quand j'inspire, le diaphragme remonte et l'air sort. Le diaphragme, c'est vraiment la barre qui a vraiment sous vos poumons. OK? Vraiment comme un aspirateur. Comme un ascenseur, pardon. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Si jamais j'inspire, il va remonter, un peu comme un arc-en-ciel, il va remonter, voilà, pour que les poumons se gonflent bien. Et si jamais j'inspire, il va redescendre. OK? On enchaîne. Associe les volumes pulmonaires à la définition. Ça, c'est encore du par cœur, mais voilà, je vous laisse réfléchir. OK? On a une petite pause. Et voilà. 5 000 millilitres, c'est le volume d'air courant, c'est-à-dire l'air que je respire de manière normale, comme là. 4,5, c'est la capacité vitale, le plein d'air que j'ai au niveau maximal. OK? 1,2 litres, c'est le volume résiduel, c'est-à-dire l'air qui reste pour éviter le vide. D'accord. Voilà. On enchaîne. Quel gaz entre dans le sang via les alvéoles? A, le CO2. B, l'azote. C, le CO2. Ou D, la vapeur d'eau. Laisse mettre une pause à la vidéo ou écrire sur ton carnet la bonne réponse. D'accord? On termine. Et la bonne réponse était le D, CO2. Alors que j'ai un peu... Hop là. C'est le CO2. Attendez, attends. Quand même, vous affichez les réponses quand même. Attendez, je vais remettre la question. Quel gaz entre dans le sang via les alvéoles? Je suis allée un peu trop vite. Ouais, c'est le O2, pardon. Le O2, c'est ce qui entre dans le sang via les alvéoles. OK? Ce que je respire. D'accord? Je prends le CO2 et je rejette le CO2. OK? Désolée, hein. Le montage est un peu bancal. Place ces étapes dans le bon ordre pour un échange gazeux réussi. D. Le CO2 sort du sang vers les alvéoles. D. Le O2 est transporté jusqu'aux cellules. Pas bien, putain.
Vous devez pas bien voir en fait là, hein. C, l'air chargé du CO2 est expulsé. Et A, l'O2 entre dans le sang des alvéoles. On pause. Du coup, la bonne réponse, en fait, il n'y a pas. C'est juste une question de logique, en fait. Le O2 entre dans le sang des alvéoles. Le CO2 sort du sang par les alvéoles. Le O2 est transporté jusqu'aux cellules et l'air chargé du CO2 est expulsé. Voilà, on passe à la suite. Je laisse légender ce petit schéma, mettre une petite pause et nous rejoindre après. OK? On passe à la correction. Ben, effectivement, on a le larynx, on a les bronches, on a la trachée, on a les artères, on a les bronchioles, on a les capillaires, on a les veines. D'accord? On a une alvéole là, et là, on a un sac alvéolaire. OK? Je te laisse. Ça prend une capture d'écran. Voilà. Fais une pause. Et on passe à la question d'après. Que représentent les termes PCO2 et PO2? Réponse A. Ça correspond à la pression partielle de l'oxygène et du dioxyde de carbone dans le sang. Réponse B. Ça correspond au volume d'air inspiré et expiré. Réponse C. Ça représente les niveaux d'oxygène et de glucose dans les cellules. Ou réponse D. Ça correspond à la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène. Je laisse mettre une pause à la vidéo pour pouvoir réfléchir et nous rejoindre pour la correction. La PO2, c'est la pression. P correspond à la pression, OK? PO2, pression en oxygène, et PCO2, la pression en CO2, OK? La PO2, c'est la quantité d'oxygène mélangée dans le sang et qui est prête à être utilisée par ton corps, OK? La PCO2, c'est la quantité de dioxyde de carbone qui est mélangée dans ton sang et qui doit être éliminée via l'expiration, OK? Pourquoi c'est pas le volume d'air? Le volume d'air sont des quantités d'air, comme ce sont des quantités d'air, comme dans les poumons, pas une mesure de gaz dans le sang. OK? Pourquoi c'est pas oxygène et glucose, ce sont la PO2 et la PCO2, ce sera du coup dans les cellules et pas dans le sang. Pourquoi c'est pas la réponse D? Parce que la fréquence, le nombre de respirations par minute, mais c'est pas une pression, encore une fois. Et la saturation, c'est en pourcentage d'oxygène. D'accord? Ce n'est pas une pression. D'accord? On passe à la question d'après. Explique pourquoi la PCO2 et la PO2 sont importantes à mesurer dans le sang artériel. Laisse réfléchir, mettre une pause à la question et nous rejoindre après pour la correction. C'est parti. L'oxygène, ok, PO2 en tout cas, ça vérifie si le sang, j'ai oublié un peu, hein, désolé. La pression en oxygène, la pression artérielle en oxygène, en fait, ça vérifie si le sang apporte assez d'oxygène aux organes. PO2, si la PO2 est basse, on est en hypoxémie. Ça veut dire qu'en gros, on est en manque d'oxygène dans le sang. Raison pour laquelle ces patients-là, ils ont souvent de l'oxygène qui peut être suggéré en traitement. OK? Si jamais la PO2, en fait, ça permet de vérifier si le patient élimine bien le CO2, d'accord? Si j'ai une PCO2 qui est élevée, ça veut dire qu'en gros, je hypoventile. Ça veut dire que j'ai de l'air qui n'arrive pas à sortir de manière efficace. Du coup, là, on risque d'être en acidose respiratoire. OK? On passe à la question d'après. La taille du cœur correspond à quoi? A, à un ballon de handball. B, à un point fermé. C, à deux mains jointes. D, à un petit ballon de football. Bon, petite question un peu chill. Ok, je laisse mettre une pause à la vidéo et nous rejoindre après. Ok, désolé. Hop là. Hop là. Voilà. La bonne réponse, c'était un ballon de handball. Voilà, c'était une petite question chill.
Question 19. Allons-y. Le cœur est situé à gauche du thorax. C'est vrai ou faux? Je vais se mettre une pause à la vidéo et nous rejoindre après pour la correction. C'était faux. Enfin, c'est pas vraiment faux, mais voilà, c'est une petite question un peu tactile. C'est parce que quand on fait un massage, quand on fait un massage cardiaque, on pose pas les mains à gauche du thorax, on le pose au niveau du centre. Donc, c'est pas vraiment à gauche, mais c'est pas vraiment à droite non plus. C'est légèrement un peu décalé. OK? La réponse n'est pas totalement fausse. D'accord? C'est une vraie. Voilà, c'est pas totalement faux. C'est juste un peu décalé, mais c'est pas vraiment à gauche. OK? Ça, c'est la question d'après. Quelle cavité propulse le sang vers les poumons? A, oreillette droite, B, ventricule droit, C, ventricule gauche ou D, oreillette gauche. Là, avec mon logo, on voit pas très bien. Et le D, c'est bien oreillette gauche. Je te laisse mettre une pause à la vidéo et nous rejoindre après pour la correction. À tout de suite. La bonne réponse est la réponse B, le ventricule droit. Donc après, je vous ai mis un petit schéma. Voilà. Le ventricule droit propulse le sang désoxygéné vers les poumons via l'artère pulmonaire. OK. D'accord? Donc là, on a le ventricule qui est plutôt droit. Vous voyez bien que c'est l'artère pulmonaire qui remonte jusqu'au poumon. D'accord? Et au niveau de la veine pulmonaire, c'est plutôt elle qui ramène le sang du poumon au cœur. D'accord? Pourquoi c'est pas les autres? C'est pas l'oreille droite parce que l'oreille droite s'occupe juste d'envoyer le sang dans le ventricule droit. D'accord? Mais l'oreille droite ne propulse pas. OK? L'oreille droite envoie juste le sang vers le ventricule droit, mais pas dans les poumons. OK? C'est pas le ventricule gauche, comme je vous ai dit, parce que lui, il propulse le sang oxygéné vers le corps. D'accord? Là, il propulse le sang oxygéné vers le corps. D'accord? Pourquoi c'est pas l'oreillette gauche? Parce que l'oreillette gauche reçoit du sang oxygéné des poumons. OK? On passe à l'action d'après. Classe dans l'ordre le flux sanguin. Passer vraiment par ordre d'arrivée. D'accord? Le plus proche. Qui reçoit le sang en premier? Est-ce que c'est la l'aorte? Est-ce que c'est le ventricule gauche? Est-ce que c'est l'oreillette gauche? Est-ce que c'est les veines pulmonaires? On passe à la correction. Donc, en partant des veines pulmonaires, on a les veines pulmonaires qui reçoivent le sang, ensuite qui vont dans l'oreillette gauche, ensuite dans le ventricule gauche, ensuite ça essuie au niveau de la l'aorte. Je vous mets, hop, le petit schéma. Là. OK? Alors, vous voyez bien, les veines pulmonaires, oreillette gauche, ventricule gauche, ensuite, hop, ça expulse. Alors, qui descend là et qui redistribue le sang aux autres organes. OK? On passe aux questions d'après. À quoi correspond la valve tricuspide? Est-ce que c'est le A? Est-ce que c'est le B? Est-ce que c'est le E? Est-ce que c'est le D? Ou est-ce que c'est le C? Je te laisse réfléchir. Je te laisse réfléchir. Et la bonne réponse est la réponse A. OK? Je sais que parfois on a du mal un peu à différencier les valves, valves tricuspides, valves mitrales et tout, mais dites-vous que les valves tricuspides et les valves mitrales sont celles qui sont situées au niveau des ventricules. Ce sont des valves qui reçoivent. OK? Toujours des valves qui reçoivent. J'essaie de ne pas vous indiquer là pour ne pas vous spoiler la question d'après. OK? Les valves mitrales et les valves tricuspides sont les valves qui reçoivent. OK? Les valves aortiques et les valves pulmonaires ce sont celles qui envoient. OK? C'est par elles que le sang va passer pour être redistribué. D'accord? Tricuspide et mitral, j'entre. D'accord? Aortique et pulmonaire, je sors.
D'accord? Donc là, c'est bien la valve tricuspide. Je passe à la question d'après. À quoi correspond la valve mitrale du coup? Comme je vous ai dit, mitrale et tricuspide, c'est des valves qui reçoivent dans le ventricule. Ok. Les valves, c'est vraiment des petits abouchements, en fait, des petits, pas des organes, mais c'est un système qui permet, en fait, de faire entrer et sortir le sang. Ok. Ils vont s'ouvrir, ils ont un seul sens, en fait, pour recevoir, pour faire entrer le sang, pardon. Voilà, dans la bonne réponse, la réponse B. Là, ça, c'est une valve mitrale. Ça, c'est une valve tricuspide. Le sang va entrer par là, il va pas pouvoir ressortir, d'accord? Il sera obligé de ressortir par là. Donc, pour laquelle, là, par exemple, vous voyez que ça, c'est une valve. Ok, c'est la question d'après. Ça, c'est une valve pulmonaire, ok? Et le sang va entrer, va ressortir, pardon, par la valve pulmonaire. Or, il est arrivé par la valve tricuspide. Vous voyez? La valve tricuspide, vraiment, ce sont les valves tricuspides et mitrales, des valves qui reçoivent, d'accord? Tricuspide et mitrale, je reçois. Aortique et pulmonaire, j'envoie, ok? On enchaîne. Toutes les artères transportent du sang riche en oxygène. Est vrai ou c'est ou faux? Je te laisse mettre une pause à cette vidéo et nous rejoindre après pour la correction. Ah, je me suis même pas mis, j'ai pas mis de correction. Et cette correction-là, à cette question-là, désolé, je reviens un peu en arrière. C'est juste pour vous montrer la réponse. Effectivement, on a souvent tendance à associer le bleu et le rouge. Le bleu comme étant le sang qui n'est pas assez riche en oxygène et le rouge comme étant le sang qui est plutôt riche en oxygène. D'accord? Donc, de principe, on peut se dire que l'artère, c'est un sang. Dans l'artère, le sang il est plutôt riche en oxygène de base. Et pour les veines, c'est du sang qui n'est pas riche en oxygène. Mais là, on se rend compte qu'au niveau des échanges, parce qu'à un moment donné, on parle quand même d'échanges, on voit que le sang qui remonte au niveau du poumon, il passe par l'artère pulmonaire. Il est de couleur bleue. OK? On voit que le sang qui revient du poumon, il passe par la veine pulmonaire et c'est un sang qui est plutôt rouge, d'accord? Qui est plutôt hématosé, qui est plutôt riche en oxygène. Donc ça, c'est vraiment les deux exceptions, d'accord? Parce que d'où bien qu'il faut quand même, à un moment donné, qu'il y ait des échanges. Et c'est vraiment les deux tuyaux, en fait, d'accord? Ça passe par l'artère pulmonaire et ça ressort par la veine pulmonaire. D'accord? C'est vraiment les deux endroits où vraiment, c'est là où il y a l'exception à la règle. OK? Donc, l'artère pulmonaire et la veine pulmonaire sont les deux exceptions, où c'est contradictoire. OK? Désolée, je reviens à la question d'après. Je sais même plus où je t'ai rendu. Je crois qu'on était à la 27, si je ne me trompe pas. Ok. Désolée, c'est nouveau pour moi tout ça, hein. Donc, j'apprends en même temps que vous. Question 25. Où commence la grande circulation? A dans le ventricule droit, B dans l'oreillette gauche, C dans le ventricule gauche ou D dans la veine cave. Je laisse mettre une pause à la vidéo et nous rejoindre après. Voilà. Et la grande circulation commence au niveau du ventricule gauche et pas au niveau de l'oreillette gauche parce que, encore une fois, l'oreillette gauche reçoit mais n'envoie pas. D'accord? C'est pas par là que ça commence. C'est le ventricule gauche qui se charge d'expulser le sang du ventricule et de le distribuer, de l'expulser à travers la aorte pour qu'il puisse être distribué à tous les organes. D'accord? Passe la question d'après. Quel élément est considéré comme le pacemaker naturel du cœur? Est-ce le nœud auriculo-ventriculaire? Est-ce en B, le faisceau de His? Est-ce en C, le nœud sinusal? Est-ce en D, les fibres de Purkinje? Laisse mettre une pause à la vidéo et revenons du coup après. À tout de suite. Effectivement, le pacemaker naturel du cœur, c'est le nœud sinusal. Je sais que tout le monde a un peu du mal avec tout ce qui est activité électronique du cœur. Je ne sais pas si j'ai mis un schéma après. OK?
Déjà, on commence par le côté théorique. En fait, c'est très, 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 très simple, l'activité électronique du cœur, d'accord? Voyez-le comme un stérilet. Je sais pas si, bon, je manquerai après le stérilet, mais voyez-le vraiment comme si on avait un stérilet. Vous voyez le schéma comme un stérilet, ok? Je ne sais pas si vous visualisez bien le stérilet, d'accord? L'activité du cœur, le seul but, c'est pour vous expliquer que comment le cœur il se contracte de manière autonome, d'accord? Le cœur se contracte de manière autonome grâce à un système électronique, conduction cardiaque, ok? Ça commence par le nœud sinusal. Désolé, quand je parle, j'essaie de vulgariser au max pour que vous arriviez à comprendre. Donc, désolé si mes termes ne sont pas très, très, voilà, scientifiques, professionnels. Voilà, mon but, c'est que vous compreniez. Et que vous puissiez l'expliquer à un enfant de 4 5 ans, d'accord? Ou un patient qui ne s'y connaît pas qui n'a pas fait 3 études de médecine, en santé, autre. OK? Donc là, on a le nœud sinusal. On a le nœud auriculo-ventriculaire. On a les faisceaux de I. Ça va prendre un réseau de Purkinje. OK? Là, on a le nœud sinusal, d'accord? C'est là que tout commence. Le nœud sinusal, il se situe au niveau des oreillettes, ok? Et le nœud sinusal, en fait, son but, c'est d'envoyer un signal. C'est lui qui dit, vas-y, là, il faut se contracter. C'est lui le premier. Les nœuds, en fait, c'est eux qui envoient, d'accord? Donc, on a le nœud sinusal. Après, on a le nœud auriculo-ventriculaire. Pourquoi on a ce nœud auriculo-ventriculaire? Tout simplement parce que entre l'oreillette et le ventricule, il y a un espace, d'accord? Il faut bien qu'il y ait un récepteur. D'accord? Parce que le but de la condition cardiaque, on parle du cœur comme une pompe. Une pompe, ça fait quoi? Ça se comprime tout le temps. Et le cœur se comprime où? Au niveau des ventricules qui sont jusque là. Donc, pour arriver jusqu'à là, on passe par le nœud auriculo-ventriculaire qui se situe vraiment là, entre les oreillettes qui sont là et le ventricule, d'accord? Donc, du coup, une fois que le nœud auriculo-ventriculaire a reçu le signal, il envoie ce signal-là, cette impulsion électrique-là au ventricule. Pour ce faire, comme on a deux ventricules, il sillonne tout le milieu, enfin, on va dire la cloison, en tout cas interventriculaire, qui est juste là. Il passe là. C'est ça qu'on appelle le faisceau de Higgs, parce que c'est vraiment un faisceau qui va s'étendre, d'accord, tout le long, d'accord, et qui va lui venir au niveau de chaque ventricule, d'accord. Il va vraiment venir comprimer, comme si vous êtes en train de presser un sécran, d'accord. Quand on presse un sécran, vous appuyez sur toutes les parois. Là, c'est pareil, en fait. Donc là, il y aura cette espèce de faisceau qui va s'étendre des deux côtés du ventricule. C'est ça qu'on appelle le réseau de Purkinje. D'accord? Donc, c'est tout simple, en fait. On parle de nœud sinusal, oreillette. Ensuite, nœud sinusal, il faut que j'arrive au niveau des ventricules. Si on dit ventricule, ça veut dire qu'en gros, le nœud qui suit, c'est le nœud auriculo-ventriculaire. De toute façon, il n'y a pas un autre nœud. OK? Après le nœud auriculo-ventriculaire, j'ai sillonne tout l'espace interventriculaire parce que mon but, c'est que les deux ventricules se contractent pour expulser le sang. Et pour ce faire, il faut que le faisceau passe au milieu. Et pour que le faisceau puisse passer au milieu, bah, c'est ça qu'on appelle le faisceau de Is. D'accord? Vous voyez vraiment comme un H. Is comme un H, OK? Ça se passe au milieu. Et après, on a ce réseau de Purkinje qui va venir s'étendre de chaque partie du ventricule pour permettre la contraction ventriculaire. Voilà. C'est tout simple. Le premier nœud sinusal, la fin, réseau de Purkinje. OK? C'est aussi simple que ça. Maintenant, si on va aller un peu plus en profondeur, OK? Le nœud sinusal, c'est au niveau des oreillettes, c'est le chef d'orchestre, comme je vous disais. C'est lui qui déclenche l'impulsion électrique créant chaque battement du cœur. Lui qui dit que, bon, là, il faut commencer à se contracter. Donc, il y a plusieurs phases à cela, d'accord? Il maintient un rythme naturel de 60 à 100 battements par minute au repos. Pourquoi c'est pas, par exemple, le nœud auriculaire qu'on appelle pacemaker? Parce qu'en fait, le nœud auriculo-ventriculaire, comme je vous ai dit, lui, il sert juste de relais au signal, d'accord? Mais il ne le déclenche pas, en fait. C'est juste un transmetteur parce que le nœud sinusal est situé tout au bout de l'oreillette et le but de ce pacemaker-là, c'est de déclencher un battement, c'est-à-dire une contraction du cœur. Et pour que le cœur se contracte, il faut que cette impulsion-là quitte des oreillettes pour arriver jusqu'au ventricule. Donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait un intermédiaire entre les deux, un passage, un pont. Et ce pont-là, c'est les nœuds auriculo-ventriculaires. OK? Pourquoi on n'appelle pas le faisceau de His un pacemaker? Parce que, comme je vous ai dit, le faisceau de His, lui, il transmet le signal au ventricule. D'accord? Et le réseau de Purkinje, comme je vous disais, lui, il diffuse des signaux pour coordonner la contraction ventriculaire. Et vous prenez vraiment l'exemple du stérilet. Hop là, comme ça. Parce que vous voyez, en fait, c'est exactement pareil. Vous voyez, on utilise parfois des instruments qui
qui rappelle un peu certains organes. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment l'exemple du stérilet tout con. OK? Si on prend l'exemple du stérilet, ici, on aurait le nœud sinusal, on aurait les oreillettes qui sont là. Là, on aurait le nœud auriculo-ventriculaire qui est vraiment entre l'oreillette et le ventricule. Tout ça, ça sera le faisceau de Purkinje, le faisceau de His, pardon. Et là, on aura le réseau de Purkinje. OK? Désolée, c'est un peu, ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est juste pour que vous voyez un peu ce que je veux dire. D'accord? Je vous remets le schéma histoire de bien vous le faire, bien vous l'imprimenter dans votre tête. Et puis voilà, on passe à la question d'après. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si c'est pas clair, désolé. C'est une première pour moi, donc voilà, je m'habitue aux outils. Classer dans l'ordre de trajet de l'influx électrique, d'accord? Ça, c'est pour vérifier que vous avez bien compris ce que je dis, c'était clair ce que je disais, mais voilà, je vous laisse faire une pause et rejoignez-nous après. Voilà, purée. Oh, je reviens. C'est pour ma fausse famille. On termine. Donc, comme je vous disais, le nœud sinusal, c'est toujours le premier, c'est lui le chef, ok? Il envoie au nœud auriculo-ventriculaire, qui envoie au C2I et fibre Purkinje. Vous voyez vraiment comme un stérilet, ok? Je vous remets le schéma, là. Le sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, C2I, c'est le réseau de Purkinje, d'accord? C'est la question d'après. Le complexe QRS représente la dépolarisation des oreillettes. Est-ce vrai ou faux? Laisse mettre une pause à cette vidéo et on nous rejoindre après. Mais qu'est-ce que moi je fais de n'importe quoi. C'est vrai ou faux? Effectivement, ça représente une mauvaise réponse. Je t'explique pourquoi. L'onde P, d'accord? Déjà, dépolarisation, ça veut dire quoi? Et repolarisation, ça veut dire quoi? Dépolarisation, ça veut dire contraction, d'accord? Et repolarisation, ça veut dire... Jusqu'à là, on est plutôt clair. Je vais essayer de vous donner une vision globale, en fait, de l'ECG, d'accord? De manière, encore une fois, de manière un peu simple, ok? On a l'onde P. L'onde P représente la dépolarisation des oreillettes, c'est-à-dire c'est quand les oreillettes se contractent. P, petite onde pour petite oreillette, d'accord? Donc, on commence toujours par la contraction des oreillettes, ok? Ensuite, on a le complexe QRS, d'accord? Le complexe QRS, ça représente du coup la dépolarisation des ventricules, ok? Comme je vous dis, ça représente ça représente la contraction ventriculaire, d'accord? Quick, really strong. C'est ça, en fait. Quick, ça veut dire rapide. Really strong, ça veut dire très, très rapide, en fait. Ça représente la puissance du cœur. QRS, c'est vraiment la contraction ventriculaire. OK? Et l'onde de T représente la repolarisation du ventricule, c'est-à-dire la phase de relaxation après la contraction. C'est le temps de repos du ventricule. D'accord? Donc, QRS, ça peut pas être repolarisation parce que, bah, c'est la contraction. T, c'est vraiment la phase de repos. Temps de repos pour T. OK? Pour ta question d'après, le débit cardiaque dépend de quoi? Je te laisse mettre une pause à cette vidéo et nous rejoindre après. Le débit cardiaque dépend de la fréquence cardiaque et du volume systolique. Je t'explique pourquoi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Désolée, hein. Ne vous inquiétez pas, quand je vais mettre, quand je vais vous mettre à disposition le document, là, je vais réorganiser les slides parce que là, ça vraiment j'ai n'importe quoi. Vraiment désolée, désolée, désolée. Quelle valeur correspond à une pression artérielle normale? Je vous laisse sélectionner parmi les réponses à choix multiples. On a le A,
140 à 90. On a le B, 120 à 80. On a le C, 100 à 60. On a le D, 130 à 85. Je te laisse mettre une pause à la vidéo et nous rejoindre après. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de normes, voilà, qu'on voit sur Internet. Parfois, on dit 14, parfois, on dit 30, parfois, on dit 12. Mais retenez un truc tout simple. Déjà, de un, chaque personne a sa tension normale. OK? Ça dépend de plein de facteurs, voilà, de pathologies et autres, mais chaque personne a sa propre. Moi, par exemple, je suis tout le temps à 10 de tension. Voilà, et c'est ma tension habituelle. On va pas dire que je suis en hypotension, parce que c'est ma tension habituelle. Mais si on doit avoir une tension qui est dite plutôt normale, c'est une tension qui est à 12,8 de tension, c'est une tension qui est plutôt normale. À partir de 14, on bascule un peu vers de l'hypertension. OK? Attends, non. Ah oui, ça, je vous ai pas expliqué la dernière question, enfin l'avant-dernière question tout à l'heure, désolé. Désolé, hein, vraiment pour l'heure de cet enregistrement, c'est n'importe quoi. Donc oui, du coup, le débit cardiaque, c'est la quantité de sang qui est propulsé par le cœur en une minute, d'accord? Le débit cardiaque, ça représente la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique, d'accord? Là, je sais que je suis en train de vous perdre, mais bon. Fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements par minute, d'accord? C'est la fréquence, d'accord? C'est la fréquence à laquelle ton cœur il bat par minute, d'accord? Plus le cœur bat vite, plus il va pomper du sang. Du coup, là, on tombe du coup au volume d'éjection systolique, d'accord? C'est la quantité de sang qui est envoyée par le ventricule à chaque battement. Vous voyez du coup que le débit cardiaque, qui est la quantité que ton sang il pompe, dépend du coup du fait que ça dépend du nombre de battements et à la quantité de sang qui est envoyée. Ok, voilà. Donc pourquoi c'est pas la pression artérielle? Parce que bah elle est influencée par le débit cardiaque, mais elle n'en fait pas partie. Retour veineux, non, il peut augmenter le volume d'éjection systolique, mais il n'est pas une composante directe de la formule. Et voilà, je sais pas ce qu'on pourrait, bah ça c'est rien à voir. Voilà. Désolé hein, pour l'ordre de mes slides. Un patient avec un débit cardiaque réduit présente un œdème des jambes. Quelle est l'explication la plus probable selon vous? Je laisse mettre une pause à cette vidéo et répondez en commentaire. Pourquoi les jambes gonflent quand le cœur il est plutôt faible, d'accord? Le cœur, en fait, pourquoi le patient a des œdèmes? Parce que, un, le cœur droit ne pompe pas très bien, le sang s'accumule dans la veine des jambes au lieu de retourner vers le cœur. Le sang n'arrive pas à remonter à travers la jambe. Du coup, ce qui fait en sorte qu'il y a une augmentation de la pression au niveau des veines, d'accord? Cette pression pousse les liquides hors de la veine et qui s'accumule au niveau des tissus parce que ce sang qui s'accumule au niveau de la veine, bah, la veine ne peut pas contenir tout le sang parce que le but de la veine, c'est il sert en fait d'autoroute. Il n'est pas là comme carrefour ni comme parking, ok? Donc, pour laquelle ce sang-là se diffuse dans les autres parties du corps. Du coup, c'est ça qui crée les œdèmes. Du coup, on a la jambe qui commence à gonfler. Voilà, c'est ça qui explique que ton patient, il a la jambe œdématiée. OK? Raison pour laquelle c'est un patient met des œdèmes pour permettre au sang de pouvoir remonter plus facilement. D'accord? On passe à la question d'après. On est parti du coup sur le système immunitaire. Quelles sont les fonctions du rein? Je te laisse mettre une pause à cette vidéo et revenons après, le temps de répondre à la question. OK? À tout de suite. Les reins, ils font quoi? Il y a 5 fonctions du rein. Ils filtrent, équilibrent, régulent, fabriquent et contrôlent. D'accord? Première étape, ils filtrent le sang. D'accord? Ils filtrent le sang, ils vont permettre d'éliminer les déchets tels que l'urine, créatine aussi. D'accord? Et on va avoir l'urine. D'accord? Le rein aussi sert à équilibrer l'eau et le sel. Trop d'eau, hop, il les évacue. Pas assez, il en garde. D'accord? Trois, il régule la pression artérielle grâce à une hormone qu'on appelle la rénine. Ça, vous le savez très bien. Comme on a vu tout à l'heure, il fabrique aussi des LPO. C'est ça qui aide à fabriquer les globules rouges. OK? On a aussi la vitamine D qui est activée par le rein pour permettre de renforcer les os. Et le rein permet aussi de contrôler le pH du sang. D'accord? Il évite que le sang soit trop acide ou trop basique. OK? N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais cette explication n'est pas claire pour toi. D'accord? On passe à la question d'après. Oh, j'ai mis un peu en décalé les deux réponses. Je reviens en arrière.
Est-ce que les tubes rénaux réabsorbent les déchets comme l'urée, tout le glucose et les nutriments, le dioxyde de carbone ou les globules rouges? Laisse mettre une pause à cette vidéo et nous rejoindre après pour la correction. La bonne réponse, la réponse B. Les tubes rénaux réabsorbent tout le glucose et tous les nutriments parce que c'est bon pour le corps. D'accord? Oui, bon, ça, j'ai mis une petite salle, mais ça correspond plutôt à une autre question. Ça correspond aux étapes du rein. Désolée, c'est un peu le cafouillis, là. Désolée. La rénine est libérée quand la tension artérielle est basse. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je laisse répondre. Mais une pause à cette vidéo, je viens après pour la correction. Allez. Et c'est une bonne réponse qu'on a vue tout à l'heure. La rénine est libérée quand la tension elle est basse. OK? La rénine, en fait, c'est une enzyme qui est produite par le rein, d'accord? Elle est libérée en réponse à une baisse de tension artérielle ou à une diminution du débit sanguin rénal. OK? Comment ça se passe? La rénine déclenche le système rénine-angiotensin-aldostérone. Je sais que vu le nom, vous avez peur. OK? C'est très, 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 très simple. Tout simplement, c'est le fait que bah, la rénine, elle va convertir l'angiotensinogène, qui est produite par le foie, en angiotensine 1, qui sera ensuite transformé en angiotensine 2. OK? On passe de 1 à 2. Du coup, l'angiotensine 2 va resserrer les vaisseaux sanguins. Bon, on va resserrer les vaisseaux sanguins dans le but d'augmenter la pression artérielle. C'est comme si vous essayez de, quand vous pressiez le citron, on est d'accord qu'il y a un gros débit de, enfin, il y a le jus qui sort plus vite. D'accord? C'est le même principe. En fait, les vaisseaux vont se resserrer et du coup, ça va augmenter la tension. Du coup, ça va stimuler la libération de l'aldostérone qui appelle la réabsorption de sodium et d'eau pour augmenter le volume sanguin. Tout ça pour avoir une tension artérielle qui remonte qui revient à la normale. D'accord? Donc, la rénine est libérée pour rétablir une tension artérielle normale, comme je vous disais. OK? On passe à l'action d'après. L'aldostérone agit en réabsorbant le sodium pour retenir l'eau, en éliminant le potassium, en produisant de l'urine ou en rendant l'urine plus acide. Je laisse mettre une pause à cette vidéo et nous rejoindre après pour la réponse. L'aldostérone agit en réabsorbant le sodium pour retenir de l'eau et en éliminant aussi le potassium. C'est une réponse ce qui était possible, hein. D'accord? L'aldostérone agit sur le rein pour récupérer le sodium, retenir de l'eau et augmentant ainsi le volume sanguin et la pression artérielle, d'accord? Et bien évidemment, en effet secondaire, ça élimine aussi le potassium, d'accord? Aldostérone attrape sodium, retient l'eau. OK? On passe à l'action d'après. L'urtère ont pour rôle de stocker l'urine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je te laisse mettre une pause à cette vidéo et nous rejoindre après pour la correction. À tout de suite. Effectivement, c'est faux. L'urtère n'est pas là pour stocker l'urine, mais c'est le rôle de la vessie. OK? On passe à l'action d'après. La vessie. La vessie stocke l'urine jusqu'à son évacuation, produit de l'urine, transporte l'urine au rein ou purifie l'urine. Laisse mettre une pause à cette vidéo et à nous rejoindre après pour la correction. Effectivement, comme on a dit tout à l'heure, la vessie stocke l'urine jusqu'à son évacuation. Je laisse légender ce schéma, tu mets une pause à cette vidéo et tu laisses légender A, B, J, à quoi ça correspond et tu nous rejoins après pour la correction. À tout de suite. Voilà, je laisse légender tout ça.
cortex, on a là, on a les capsules, on a les calices, on a les artères rénales qui est là, la veine rénale qui est là, on a les artères qui passent là, les artérioles et vénules interlobaires qui sont juste là, et on a la colonne rénale qui est juste là aussi. OK? On passe à l'examen d'après. Je te laisse, voilà, tu peux faire une capture d'écran si tu le fais. OK? OK, on passe à la question d'après. Quelle est la fonction principale du système endocrinien? Je te laisse me répondre. Mettre une pause et nous rejoindre après pour la correction. La fonction principale du système endocrinien, c'est d'assurer la communication via les hormones. OK? Passe à la question d'après. Les hormones agissent plus vite que le système nerveux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Laisse mettre une pause et nous rejoindre après pour la correction. Et c'est faux. Pourquoi? Parce que le système nerveux, il s'occupe, lui, d'envoyer des messages très, très vite, en quelques millisecondes, voilà, comme un SMS, comme un SMS. Par exemple, si tu mets ta main sur le feu, il va te dire de retirer, enfin, il va enclencher des réactions qui vont faire en sorte que ta main, elle sera retirée de la flamme. D'accord? Mais les hormones, en fait, elles ont besoin de voyager dans le sang, ce qui rend le trajet un peu plus long. D'accord? Par exemple, si on doit réguler, par exemple, ta croissance ou certains métabolismes et tout. OK? On passe à la question d'après. Allez, on a presque terminé. Classe ces glandes par ordre de leur position en haut en bas. Je te laisse mettre une pause à cette vidéo et nous reviendrons après pour la correction. Effectivement, on a l'hypophyse au niveau du cerveau, thyroïde au niveau du cou, surrénale au niveau du dos, pancréas au niveau du ventre, d'accord? Mais bon, lors du live, certaines personnes ont plutôt mis pancréas avant surrénale. Écoutez, voilà, c'est juste histoire de bien situer où se trouvent les glandes, ok? La testostérone est une hormone A, protéique, B, stéroïde, C, amine biogène, D, liposoluble uniquement pour la D. D, c'est liposoluble uniquement. OK? Laisse mettre une pause, à nous rejoindre après pour la correction. Et la bonne réponse, c'est la réponse B, c'est une hormone qui est plutôt stéroïde. Je t'explique pourquoi. Oh non, j'ai pas mis la réponse. Purée. Oh, c'est nul. J'avais fait tout un truc bien fait, comme ça, au moins, vous allez retenir. Oh non, je suis deg. Donc, du coup, vous allez m'entendre rigoler dans le live. Oh, purée, je croyais l'avoir mis. Bon, je vais l'expliquer. Hop, oh, c'était la question 39. Oh, je suis deg. Je l'avais expliqué de manière bien. J'étais trop fière de moi et tout. Oh là là. Mais écoutez, hop. Ah, bon, je vais vous laisser. Hop, attendez. Je vais relancer juste la question. Allez vous dire, mais purée, mais la meuf, elle raconte des conneries à chaque fois. Hop, on a dit que c'est terminé. Oui, la testostérone, c'est une hormone qui est produite par l'homme. Dans les testicules, ça vous le savez, mais elle est produite dans les ovaires chez la femme. OK? Et c'est une hormone qui est plutôt stéroïde, en lien avec le cholestérol. OK? C'est pas une protéine, parce que les protéines, ça veut dire qu'en gros, elle est produite par les, elle contient des acides aminés. Comme ça voudrait dire qu'elle contient des acides aminés, c'est faux. Amine biogène, c'est faux aussi. Et voilà, elle est storique, comme ça la rend hyposoluble. OK? On peut ça après. Oula, je vais un peu vite. Bah, bah alors, une hormone peut agir sur toutes les cellules du corps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je te laisse mettre une pause à cette vidéo et nous rejoindre après pour la correction. Et c'est faux. Une hormone peut agir sur toutes les cellules du corps. C'est faux. L'hormone, elle est sécrétée pour aller dans un endroit bien spécifique. OK? Elle prend l'autoroute qui est le sang, là, ce sang-là, pour aller vers un lieu bien précis parce qu'il y a une hormone qui est bien spécifique par rapport à un problème bien spécifique. OK? Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Question 43, on a bientôt terminé. Voilà. Il faut classer les hormones selon leur utilité. Insuline, augmenter la fréquence cardiaque. Est-ce que le cortisol répond au stress? Est-ce que l'adrénaline diminue la glycémie? Est-ce que l'ocytocine stimule les contractions utérines? Voilà, vous devez associer chaque chiffre aux lettres correspondantes. D'accord? Je laisse mettre une pause à cette vidéo et à nous rejoindre après pour la correction. Donc, effectivement, l'insuline, comme vous le savez, ça diminue la glycémie. Le cortisol, ça répond au stress. L'adrénaline, ça augmente la fréquence cardiaque. L'oxytocine, ça stimule les contractions utérines, comme lors de l'accouchement, par exemple. OK? On passe à la question d'après. Quand je vous dis vraiment, c'est du n'importe quoi, les slides. Et ça s'affiche là. Comme je vous disais, la testostérone, c'est une hormone qui est stéroïde et fabriquée à partir du cholestérol, d'accord? Elle est produite dans les testicules chez l'homme et dans les ovaires et glandes surrénales chez la femme. Et voilà. Désolée, hein, ça, t'inquiète pas, je vais tout remettre dans l'ordre pour quand je mettrai à disposition le live. OK? Bon, là, c'est juste une question un peu détente, hein, d'accord? Détente. L'hypophyse est surnommée quoi? Est-ce que l'hypophyse correspond à un choc d'orchestre? Est-ce que c'est une usine à hormones? Est-ce que c'est le système de transport? Ou est-ce que c'est la glande du métabolisme pour le D? D correspond à la glande du métabolisme. Je laisse mettre une pause à la vidéo et nous rejoindre après pour la correction. Et la bonne réponse est plutôt un chef d'orchestre. Voilà. C'est là, comme vous voulez, le monde, vous savez à quoi ça sert. C'est le principal. On passe à la question d'après. L'hypothalamus contrôle directement les hormones sécrétées par l'hypophyse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je laisse mettre une pause à cette vidéo et nous rejoindre après pour la correction. À tout de suite. Et c'est vrai, l'hypothalamus contrôle directement les hormones sécrétées par l'hypophyse. C'est une bonne réponse. La question 46. Associe les parties des glandes surrénales avec leurs hormones principales. Est-ce que le cortex, ça correspond à la grénaline et la noradrénaline, ou est-ce que la cortisone est fabriquée dans la médula? Le cortisol pardon, est sécrété dans la médula. Je savais pas qu'on pouvait cliquer comme ça et afficher le résultat face à depuis. Comment ça marche? Médula. Je découvre en même temps que vous. Hein. Désolée, ça fait pas que j'utilise ce logiciel-là. On passe à la correction. Donc, comme vous le savez très bien, cortex, ça sécrète cortisol et aldostérone, et médula, ça sécrète adrénaline et noradrénaline. Ok, on passe à la question d'après. Je vais avoir plein d'avis négatifs. Désolée, mais c'est de mon mieux. Quelle hormone est produite par les ovaires? A, la testostérone, B, progestérone, C, cortisol et D, insuline. Je vous laisse marquer la bonne réponse. Mettez une pause et rejoignez-nous après pour la correction. Et c'est la progestérone qui est produite par les ovaires. OK? Allez, avant de mes questions. Est-ce que le rétrocontrôle négatif empêche la surproduction d'hormones? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je te laisse mettre une pause
à la vidéo et nous reviendrons après pour la correction. Et c'est une bonne réponse. Est-ce que tu sais ce que c'est le rétrocontrôle négatif et positif? D'accord, je te l'explique tout de suite. En fait, le rétrocontrôle négatif, son but est de garder l'équilibre, d'accord? Et le rétrocontrôle positif, ça amplifie une action, d'accord? Quand on parle de rétrocontrôle négatif, par exemple, c'est quand le corps détecte qu'il y a trop ou pas assez de substance, par exemple. Du coup, il va ajuster pour la faire revenir à la normale. C'est un peu comme un thermostat, ok? Bon, par exemple, le cas de quand par exemple, tu as de la chèvre. D'accord? Quand tu te mets à chauffer ou à avoir de l'hyperthermie, d'accord? Ton corps va enclencher plein de réactions. Par exemple, il va te faire transpirer. Tout ça dans le but de quoi? Que ta température, elle diminue. D'accord? Quand tu as de la fièvre, tu te mets à avoir des frissons aussi, tu te mets à avoir froid pareil aussi, parce que ton corps veut que la température diminue. OK? Tout ça, c'est des réactions de rétrocontrôle négatif, d'accord? C'est un peu comme un thermostat. Quand il fait trop chaud, il arrête le chauffage, d'accord? Dans le rétrocontrôle positif, lui, il sert juste à amplifier une réaction, d'accord? C'est quand le corps renforce un processus pour atteindre un objectif bien précis. Et là, je te prends le cas de l'accouchement. Lors de l'accouchement, on a les contractions qui se déclenchent à travers l'oxytocine, d'accord? Qui va amplifier les contractions jusqu'à la naissance du bébé. Très clairement, pour éviter de te perdre, quand ton corps ressent que là, c'est le moment d'accoucher, il peut se donner, par exemple, quoi, peut-être une heure. Tu te dis, bon, voilà, ça fait une heure, elle pousse, elle n'a pas encore accouché. Du coup, le corps va amplifier la sécrétion de l'oxytocine dans le but de accélérer les contractions pour que le bébé puisse sortir. Donc, au lieu d'attendre une heure, bah, tu vas attendre 2, 3 heures le temps que le bébé sorte. D'accord? De manière un peu, on sait très bien que ça peut être plus long que ça, mais voilà, c'est un peu ça le rétrocontrôle positif. OK? La question d'après, c'est pour vérifier si tu as bien compris. Le rétrocontrôle positif intervient dans quoi? Réponse A, la régulation du cortisol. Réponse B, l'accouchement avec travers l'ocytocine. Réponse C, sécrétion d'insuline. Réponse D, production de thyroïde. Qu'est-ce que j'ai marqué? Je vais essayer de faire ça. Si ça marche. Non. Le thyroxine. Je me pose et que je me du coup après. La bonne réponse, c'était l'accouchement. D'accord, comme on a dit tout à l'heure. Bon, là, il est terminé. Il a remis le slide du rétrocontrôle et tout. Voilà. Le live, il est terminé. Voilà. Il était un peu court. Je vous demande de m'excuser en avance pour mes fautes de grammaire, d'orthographe. Si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai dit, c'est possible. Parce que je parle vite et comme je vous disais en début de live, je mâche parfois mes mots, du coup, ça peut être très, très peu compréhensible. Aussi, si j'ai fait des fautes, si je me suis perdue, c'est pas facile de parler à un ordinateur comme ça et de ne pas avoir d'interaction. N'hésitez pas à me dire en commentaire où j'ai gaffé et tout ça. Voilà, juste pour te dire bravo à toi pour ce travail. Voilà, tu peux encore aller plus loin et booster tes révisions comme jamais, voilà, comme j'ai marqué. Parce qu'en fait, sur mon site internet, il y a des mémos sur le système nerveux, mémos cardiovasculaires, mémos endocrino, mémos respi. D'accord, tu peux te les procurer. Dessus, il y a tout qui est expliqué avec simplicité, avec une touche d'humour comme d'habitude. Et voilà, il y a l'essentiel qui est contrasté là. Ça peut te servir pour tes stages et même pour toi, d'accord? Il y a le badge aussi mémo infirmier qui est là. Voilà, c'est un badge que tu accroches sur toi où tu retrouveras les paramètres vitaux, les normes biologiques. Par exemple, c'est quoi la norme d'hémoglobine, c'est quoi la norme des leucocytes, voilà. OK? Et après, on a tout un guide pharmaco, OK? Qui regroupe tous les médicaments, tous les antibiotiques, toute la famille des antibiotiques, tous les traitements d'urgence, tous les traitements cardiovasculaires, d'accord? Tout y est et tout est expliqué encore une fois de manière très, très simple et c'est très visuel et c'est très pratique, d'accord? Actuellement, il y a moins 30% avec le code BLUES30 sur mon site internet. OK? Donc, c'est rireenblues.com, rire en blues sans S, rire en blues en toutes lettres, voilà. Tu le tapes, tu cliques dessus et tu tombes sur mon site internet. Tu mets la vidéo sur YouTube, tu trouveras le lien directement dans ma bio.
Si tu es sur Instagram, tu m'habilles aussi. Si tu es sur mon site, bah, tu pars à l'accueil et du coup, tu vas dans mon boutique. Tu trouveras tous mes articles. Je te remercie de m'avoir écouté et suivi jusqu'à là. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et mets-moi en commentaire comment qu'est-ce que tu as pensé de ce film. Est-ce que ça a été plutôt facile? Est-ce que c'est difficile? Si tu as trouvé certaines questions étaient plutôt compliquées, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour la France, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à là. Et, et on se dit à bientôt pour une autre session SOS 12. Voilà, au revoir.